Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nous allons parler de 4 avantages et de 3 inconvénients de venir étudier au Canada. Cette vidéo s'adresse à toute nouvelle abonnée qui a l'intention de venir étudier au Canada pour l'automne 2024 ou hiver 2005 et même pour les années à venir. Pourquoi pas? Parce que ces avantages-là et ces inconvénients-là sont d'une façon générale les seuls que j'ai remarqués en étant au Canada bientôt 9 ans. Okay? Donc, si tu viens de me découvrir, bienvenue sur la chaîne de Alliance et Éducation. Ici, on partage des expériences sur les études, travail, immigration Canada, des opportunités d'emploi, des événements de recrutement, que ce soit pour les travailleurs ou pour les étudiants. En tout cas, je touche pas mal à tout selon mon niveau de connaissance, bien sûr. Donc, premier avantage de pouvoir étudier au Canada, c'est premièrement la qualité de l'enseignement. Ok, on ne va pas se mentir, la qualité de l'enseignement au Canada est excellente, puis elle est quand même assez réputée mondialement. Au Canada, on trouve les meilleurs domaines au niveau de la santé, informatique, technologie, génie, éducation, etc., etc. En tout cas, l'éducation au Canada est parmi les meilleures dans le monde entier. Okay? Et d'ailleurs, certaines universités canadiennes font partie des grands classements des meilleures universités mondiales. Le Canada aussi t'offre plusieurs possibilités de formation selon tes aspirations et selon tes budgets, bien sûr. Il y a plusieurs niveaux d'études. Il y a l'éducation à la petite enfance, on a ce qu'on appelle un peu garderie, on va avoir le primaire, on va avoir le secondaire. Au niveau du Québec, on va avoir les cégeps, on va avoir les collèges dans d'autres provinces, on va avoir les centres de formation professionnelle, que ce soit au Québec ou dans d'autres provinces aussi. Nous allons avoir aussi des universités. Ok, donc tout dépendamment de votre budget, de votre aspiration professionnelle, le Canada a quand même des formations qui pourront s'adapter à vos désirs. Ok, donc l'éducation canadienne, c'est l'une des meilleures au monde. Deuxième raison, c'est que en venant étudier au Canada, tu as la possibilité de pouvoir travailler. Ok, travailler à temps partiel, genre 20 heures par semaine pendant tes études. Pourquoi 20 heures par semaine? Pour te permettre de plus te concentrer sur tes études plutôt que sur l'argent. Ok, mais ils ne t'interdisent pas de travailler quand même. Oui, tu vas travailler 20 heures par semaine pendant que tu étudies et plus de 20 heures par semaine pendant les vacances ou les congés prévus au calendrier. Quand je parle des 20 heures par semaine là au Canada, c'est dans toutes les provinces, y compris le Québec et le reste du Canada. Et plus de 20 heures par semaine, c'est également au niveau du Canada entier. Ok? Et quand je parle des congés prévus au calendrier, c'est tout ce qui est congé de Noël, tout ce qui est vacances d'été. Au Québec, on a ce qu'on appelle la semaine de relâche. C'est en fait, lorsque tu commences soit la session d'automne, il y a comme une semaine où on laisse aux étudiants de relâcher un peu, de lâcher prise ou de se préparer aux examens qui vont arriver bientôt. Ok, il y a une semaine de relâche à chaque session, mais il n'y a pas de semaine de relâche pendant les sessions d'été. Et pour bénéficier donc de cette possibilité de travailler, tu dois être inscrit à temps plein pendant la session d'automne ou la session d'hiver. C'est les deux seules sessions qui sont à temps plein. La session d'été, c'est une session qui est très très courte. C'est une session à temps partiel. Mais sache que pendant les vacances d'été, tu peux travailler plus de 20 heures par semaine. Mais le but vraiment du 20 heures pendant tes études, c'est de te permettre de plus te concentrer sur tes études. Troisième avantage de pouvoir étudier au Canada, c'est qu'il y a certains programmes, ok, il y a certains programmes d'immigration qui vont te permettre d'être éligible à la résidence permanente. Si ton but est de rester au Canada, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui vont venir étudier au Canada et plus tard rester au Canada et d'autres rentrer dans leur pays. Donc, ceux qui veulent rester au Canada vont pouvoir choisir des programmes qui sont admissibles à la résidence permanente, tout dépendamment des critères spécifiques à chaque province. Mais au niveau fédéral, quand je parle fédéral, c'est au niveau du Canada. Fédéral, parce que vous savez, au Canada, hein, il y a un gouvernement fédéral,
dont le premier ministre est Justin Trudeau, et il y a des gouvernements qui sont provinciaux. Au niveau du Québec, c'est François Legault, le premier ministre. Ok, donc il y a des décisions qui sont prises au niveau provincial et le Canada lui-même aussi au niveau fédéral va prendre des décisions. Bon, pour obtenir la résidence permanente ou les programmes soient admissibles à la résidence permanente au niveau fédéral, ça vous prend des programmes d'études qui sont compris entre 900 heures et 1800 heures, ok, au niveau fédéral, et cela pour te donner la possibilité d'obtenir un permis de travail post-diplôme. Maintenant, au niveau provincial, la province aussi peut mettre ses critères pour l'admissibilité à la résidence permanente. Au niveau du Québec, vu que c'est là que je suis, sachez que pour obtenir la résidence permanente, il faut au moins une formation de 1800 heures, ok, pour les formations professionnelles. Si tu n'as pas une formation de 1800 heures pour la formation professionnelle, tu peux faire comme 2 formations professionnelles combinées, une de 900 heures et une autre de 900 heures, ça te donne un total de 1800 heures. Tu peux faire ce qu'on appelle un ASP plus un DEP. Un ASP, c'est une attestation de spécialisation professionnelle, alors qu'un DEP, c'est un diplôme d'études professionnelles. Les deux combinés te donnent 1800 heures et ça te donne vraiment l'accessibilité à la résidence permanente au niveau du Québec. Si tu n'as pas 1800 heures et que tu fais une formation professionnelle, tu dois à tout prix trouver un emploi à la fin de ta formation pour pouvoir obtenir un permis de travail. Et le permis de travail qui le donne, ça va être le fédéral, ok? Je ne veux pas trop vous emmêler, mais j'espère que vous avez compris. Maintenant, si vous choisissez la formation collégiale pour être admissible au niveau du Québec, une fois de plus, ça vous prend une formation technique, ok? Parce que au cégep, il y a des formations techniques et des formations préuniversitaires. Les formations techniques vont vous préparer pour le marché de l'emploi et pour certains programmes techniques ont aussi des ententes avec certaines universités et vous allez pouvoir faire, désolé, je fais la vidéo à l'extérieur donc il y a des bruits de voiture. Vous allez pouvoir faire des ententes DEC-BAC pour certains programmes techniques, mais sinon la condition de base au Québec au niveau collégial pour avoir la résidence permanente, il vous faut une formation technique. La formation préuniversitaire ou les AEC, c'est-à-dire attestation, ASP même, attestation études collégiales, eux, ils ne sont pas admissibles pour la résidence permanente. Tandis qu'à l'université, les programmes sont admissibles à la résidence permanente au niveau de la province du Québec. Je sais que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais la répétition, c'est la mère des sciences. Donc, nous avons des formations au niveau du baccalauréat, de la maîtrise et du doctorat. Tout ce qui est certificat là, c'est pas admissible. Tout ce qui est DES, c'est pas admissible. Et l'information, vous pouvez la retrouver très, très bien décrite sur le site du gouvernement du Québec. OK? Donc, ça, c'est l'avantage de pouvoir étudier au Canada, la possibilité de rester et de pouvoir obtenir votre résidence permanente. Ensuite de ça, je vais aller à mon 4e avantage, parce que oui, mais je prends des notes, qu'est-ce que vous croyez? Il faut écrire son site avant de filmer, non? Ou bien, 4e avantage, ça va être l'expérience culturelle. L'expérience culturelle, c'est très important, même si vous décidez de retourner dans votre pays à la fin de votre formation, ce que vous aurez vécu au Canada, là, ça restera dans votre mémoire et dans votre cœur, ok? Ça va être une expérience culturelle, que vous allez pouvoir partager autour de vous. Parce que ici, la culture est quand même belle. C'est un pays multiculturel. Vous allez retrouver de tout ici. Okay? Vous allez retrouver la culture asiatique. Vous allez trouver les gens de l'Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest. Vous allez trouver des gens de l'Amérique latine. Vous allez trouver des gens de l'Amérique Amérique centrale. Vous allez trouver dans l'Amérique du Nord. Parce que oui, il y a le Canada, mais il y a aussi les États-Unis. Il y a des Américains aussi qui vivent ici. Vous allez trouver des Européens. En tout cas, ici, c'est un bon mix, ok, pour vous enrichir culturellement si vous êtes une personne extravertie quand même. Parce que si vous êtes une personne introvertie, vous allez rester chez vous à la maison et votre culture, ça va se limiter simplement soit à Netflix, Prime Video, Disney ou Tubi. Okay? Mais si vous êtes une personne qui sort, vous allez avoir une culture assez enrichie parce que tout dépendamment de la ville que vous aurez choisi, il y a plusieurs festivals qui se déroulent sur plusieurs journées et c'est des festivals qui sont très très différents. Festival de musique, festival culinaire, festival d'exposition, festival de ceci, de cela. Si vous êtes une personne assez curieuse, vous allez pouvoir enrichir votre carnet d'adresses et pouvoir, pourquoi pas, donner des tips à vos amis qui sont restés dans leur pays, qui se demandent
mais moi, je veux visiter le Canada, qu'est-ce que je peux aller voir? Vous, avec votre expérience, vous pouvez leur donner des idées. C'est pas bien, c'est bien. Bon, là, j'ai parlé des avantages. Oui, il ne peut pas y avoir juste des avantages. Il y a aussi des inconvénients quand même. Premier inconvénient de pouvoir venir au Canada comme étudiant, c'est bien sûr les frais de scolarité. Les frais de scolarité, c'est beaucoup. Les étudiants étrangers, ce n'est plus un secret pour tout le monde, à part pour toi qui viens de me découvrir. Bienvenue d'ailleurs. Les frais de scolarité sont très élevés. Pour venir étudier au Canada. Franchement, c'est pas tout le monde qui peut venir étudier au Canada. Ça doit être quelqu'un qui a de l'argent ou quelqu'un dont les parents ont fait énormément de sacrifices. Parce que les formations professionnelles, les coûts de formation, c'est 11 000 jusqu'à 25 000 $. Ok, ça c'est une moyenne. Formation collégiale, c'est de 11 000 jusqu'à 31 000. Formation universitaire, et là, on va pas en parler, ok? Donc, sachez que pour les frais de scolarité, au Québec, ils vont être un peu plus abordables que pour le reste du Canada, ok? Parce que même d'une façon générale, au Québec, les frais de scolarité pour les nationaux sont moins élevés par rapport à d'autres provinces. Donc, pour les étudiants étrangers aussi, c'est un peu plus abordable que dans d'autres provinces. Donc, les frais de scolarité, là, quand vous voulez venir étudier, soit préparez-vous des années avant pour gagner un peu de cash parce que les frais de scolarité sont très élevés. Et ne pas oublier que tu as beau avoir les frais de scolarité, mais il faut que tu aies les frais de capacité financière qui s'élèvent environ à 20 635 $ pour un étudiant. Ok, ça c'est le prix annoncé par le fédéral. En dehors des frais de scolarité, là, c'est les démarches administratives. Démarches administratives pour avoir un permis d'études. Franchement, moi, je ne crois pas à la chance. Je crois plus au succès, puis à la destinée. Genre, ce qui est à toi va être à toi, même si ça prend du temps. Pour moi, la chance n'existe pas. C'est le travail acharné qui paye et la confiance en soi. Donc, les démarches administratives, franchement, il faut tenir à ton projet pour pouvoir décrocher ton permis d'études. Il y a des gens qui vont avoir plusieurs refus, 3, 4 même, ils ne vont pas lâcher. Finalement, ils vont avoir. Donc, il y a trop de caprices un peu au niveau des démarches administratives pour le permis d'études. Il faut que tu aies l'admission. Dernièrement, ils ont ajouté, il faut que tu aies la LAP si tu veux, si tu étudies dans les autres provinces. Si tu es au Québec, il faut que tu aies l'admission, le CAQ qui va être en même temps ton LAP parce que il a été modifié. Ensuite, tu vas soumettre les documents, ta demande de permis d'études, tu vas mettre lettre explicative dedans. C'est quand même assez pertinent de bien détailler ton projet d'études. Tu vas mettre les capacités financières, la personne qui va te prendre en charge. Il faut qu'elle rédige au moins une lettre de soutien pour démontrer c'est quoi son intérêt pour t'aider. Une fois que tu as fini de soumettre, là, tu vas payer l'argent aussi, hein, j'allais oublier. Pour l'admission, il faut payer. Pour CAQ, LAP, il faut payer. Pour soumettre ta demande de permis d'études, il faut payer. Après ça, ils vont t'appeler pour les données biométriques, il faut payer. Si jamais il faut que tu fasses visite médicale, tu vas devoir payer. Pour déposer le passeport, ça, tu ne payes pas. Après ça, il faut que tu prépares le billet. Si tu es accepté, tu te prépares pour le voyage. Il faut que tu viennes. En tout cas, les démarches administratives, c'est long. C'est long. Derniers inconvénients. C'est pas vraiment un inconvénient. Je vais revenir sur le nombre d'heures de travail autorisées. Pendant les études, tu es autorisé à travailler 20 heures par semaine. Pendant les congés, plus de 20 heures par semaine. Mais sachez que il y a des étudiants qui peuvent travailler à temps plein même pendant leurs études et qui vont s'en sortir très bien au niveau des notes, ok? Tout le monde n'étudie pas, tout le monde n'est pas, comment on dit, lent à apprendre, un peu comme moi. Parce qu'il faut que j'étudie, je puisse imager la chose pour mieux retenir. Mais il y a des gens qui ont une capacité d'apprentissage assez rapide. Ceux-là, ils pourraient peut-être avoir l'autorisation de travailler plus de 20 heures par semaine. En fait, dans ma tête, c'est que le gouvernement pourrait évaluer certaines situations en collaboration avec les écoles, les étudiants qui ont des très bonnes notes, de pouvoir leur donner la possibilité de travailler plus. Mais en même temps, il ne faut pas que ça nuise à leurs résultats scolaires, ok? Mais 20 heures par semaine, je trouve que c'est pas assez. Mais
Dernièrement, le gouvernement a dit que vers septembre, ils vont autoriser les étudiants à travailler au moins 24 heures par semaine. C'est déjà un bon début. On va voir comment est-ce que les étudiants vont s'en sortir parce que y a certains, ils ont des garants. Les garants ils veulent vraiment les aider. Après, une fois arrivés ici, il y a des problèmes financiers. Les garants n'arrivent pas à s'en sortir. Les étudiants n'arrivent pas à s'en sortir. Et les frais de scolarité, ça devient problématique. Et la plupart d'entre eux vont se retrouver comme demandeurs d'asile, ok? Donc, l'inconvénient, c'est les 20 heures par semaine. Là, s'ils peuvent au moins... Bon, là, ils vont quand même à 24. Mais s'ils pouvaient rehausser directement à 30 heures par semaine, ce serait pas mal. Mais bon, on va regarder un peu ce que l'avenir nous réserve. On va commencer par un petit 24. Peut-être que le gouvernement va augmenter après. On croise les doigts. Mais sinon, pour moi, c'était vraiment ces trois inconvénients que je trouvais pour les études au Canada. Si vous aimez le sujet, n'oubliez pas de liker, de partager. Prochaine vidéo, restez connectés. Nous allons parler des avantages et des inconvénients des visas visiteurs, visa de travail, visa de ceci, visa de cela. Si vous voulez tout savoir, restez connectés. N'oubliez pas de lâcher des gros pouces bleus pour aider au référencement. D'ici là, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!